D3, les podcasts culturels de Tanger et du nord du Maroc. Gaël Morel incarne un cinéma d'auteur très français, comme le firent avant lui François Truffaut, Claude Chabrol, Éric Rohmer ou celui qui longtemps lui fut un inspirateur, André Téchiné. C'est d'ailleurs ce dernier qui mit Gaël Morel au devant de la scène en lui confiant le rôle qu'il incarne dans le chef-d'œuvre autobiographique Les Roseaux sauvages. Nous avions rencontré Gaël, un fidèle de Tanger, à l'occasion du tournage de Loin, la suite imaginaire des roseaux. Mais c'est aussi dans la ville du Détroit que Gaël Morel a tourné en tant que réalisateur Les Chemins de l'Oued et Prendre le large avec Sandrine Bonner. On le croise parfois entre deux projets, passant devant le Café de Paris pour se rendre à un rendez-vous avec ses vieux amis, les écrivains Rachid O et Mathieu Lindon ou le réalisateur Christophe Honoré. Au cours d'une pause, après l'écriture d'un nouveau scénario et à l'issue de la difficile période des premières vagues de la Covid, nous avons retrouvé l'auteur d'À toute vitesse, d'après lui, et de Notre paradis, dans lequel il met en scène sa muse Catherine Deneuve, à l'hôtel El Minza, pour parler cinéma, influence, inspiration, mais aussi de Tanger, du Maroc et de spiritualité face à la politique. Discussion à bâton rompu avec l'un des héritiers de l'esprit du cinéma d'auteur français. Bonjour Gaël, nous voilà donc à l'hôtel Minza, où tu es venu passer quelques jours dans plusieurs hôtels à Tanger, hein, c'est ça? Ouais, je suis venu, je connais bien Tanger, donc c'est pas une découverte de la ville ou une première fois, loin de là. Et oui, je suis venu dans plusieurs hôtels, mais je suis venu pour écrire un peu et me reposer aussi. Cette fois, durant ce séjour, qu'est-ce qui t'a amené ici exactement, précisément? En fait, depuis le Covid, c'est-à-dire depuis au moins 3 ans, j'avais pas voyagé, en dehors de la France, je veux dire. Et ma dernière destination, c'était Tanger, enfin le Maroc d'une façon plus générale. Et c'est là que j'avais envie de revenir, en fait, dans mes désirs d'ailleurs, d'étranger, comme ça. C'est revenir au Maroc, mais parce que c'est aussi à la fois lointain et loin de moi, et en même temps très proche, puisque j'ai, disons, des amis très chers, que c'est un pays que je visite depuis une trentaine d'années maintenant, et dans lequel j'ai travaillé aussi, puisque j'ai fait 3 films, un comme acteur et 2 comme réalisateur. Alors justement, quels sont les films que tu as fait ici, au Maroc et à Tanger? Alors oui, étrangement, j'ai fait les 3 à Tanger. Alors comme acteur, c'était le film de Téchiné qui s'appelait Loin. Qui est le premier film d'André Téchiné tourné à l'étranger. Oui, et d'ailleurs ensuite il est revenu au Maroc encore, à Tanger, pour faire Les Temps qui changent. Les Temps qui changent, qui est la suite de Loin. Ah bon? Non. Oui, si, ah c'est bon la suite, oui. Ah oui, parce qu'il y a des personnages récurrents, je crois. Oui, et Autant Loin est un chef-d'œuvre, est un très bon film, très émouvant, très touchant. Et juste, autant Les Temps qui changent, c'est un peu un ratage, à mon sens. Moi, ce qui m'avait intéressé dans le film, c'était le rapport entre Deneuve et Depardieu. Pour moi, c'était ça vraiment le corps du film. Mais c'est vrai que d'un seul coup, je trouvais que Tanger était très loin, et ce qui touchait à la ville était moins pertinent que Loin. Mais c'est aussi en ça que Téchiné a bien su filmer Tanger, c'est qu'il ne l'a pas filmé justement, dans Loin particulièrement. Dans Loin, il l'a quand même filmé à travers, ne serait-ce que le port à l'époque, où le port de pêche, enfin le port industriel était au même lieu et au cœur de la ville. C'était quand même très attaché à Tanger. Oui, puisque dans Loin, le personnage veut partir. Oui, puis il y a le personnage du camionneur, qui est joué par Stéphane Rideau, qui est un peu au cœur comme ça du film. Ouais. Donc il y a le port, il y a la ville nouvelle. Enfin, on n'est pas du tout dans le pittoresque et dans l'exotisme. Non, il y a le Marco Polo, il y a des maisons, des riads. Enfin, j'ai un souvenir assez
confuse que j'ai jamais revu. Ça fait quand même 20 ans, je crois. Tu ne revois pas les films dans lesquels tu joues, dans lesquels tu travailles? Non, de temps en temps, je tombe dessus sur le câble ou quoi, à la télé, et je regarde le temps que ça m'amuse, 5 minutes. Donc, mais celui-ci, en l'occurrence, j'ai jamais revu, non. Loin, le tournage, ça avait été une sacrée aventure. Hein. Bah oui, parce qu'il y a eu un petit souci qui a fait que le film a été arrêté 2 mois ou 3 mois. Donc on a été obligé de le retourner. On était un peu en plan à Tanger et ça s'est étalé sur 6 mois, je pense. Donc aujourd'hui, parler d'un tournage de 6 mois, c'est un peu lunaire. Quand on sait que la durée d'un tournage traditionnel et aisé en France, c'est rarement plus de 8 semaines. Et à l'époque, c'était un des premiers films que André... Enfin, c'était son premier film en numérique. Et à l'époque, c'était encore assez rare de tourner avec ce format-là. Et je pense que André Téchiné avait été totalement séduit par la ville. Hein. Il y avait quelque chose qui l'avait touché. Oui, parce que bon, déjà, c'est quelqu'un qui prenait pas l'avion, qui a des phobies là, autour de ça, de l'enfermement, tout ça. Et oui, il a eu un emballement sur cette ville. C'est drôle parce que il semblait même pas la connaître. Je crois qu'il l'a connue vraiment à l'occasion du film. Oui, parce que quand il est arrivé, il a tout visité, il a tout découvert, effectivement. Donc c'est assez drôle, il l'a découvert assez tard, parce que c'était en 99-2000, il avait quand même voyagé avant, et c'est drôle de se dire qu'il était jamais venu plus tôt ici. Ouais. Tu jouais le rôle de François dans Loin, qui était le François des Roseaux Sauvages. Oui, mais c'est pas une suite réaliste dans la mesure où le film donc Loin se déroulait en 99 et que Les Roseaux Sauvages se déroulaient en 62. Donc t'aurais été beaucoup plus vieux. J'aurais dû avoir 30 ans de plus. Mais André justifiait ça en se référant à Proust sur l'idée que le temps était quand même quelque chose avec lequel on avait le droit d'avoir des libertés quand on était un artiste ou un cinéaste, enfin un écrivain. Proustien, Einsteinien même. Là, on est dans la relativité la plus Oui, absolue. Voilà. Alors je pense qu'André se voit plus comme un Proustien qu'un Einsteinien. Et tu retrouvais Stéphane Rideau, qui aussi est le second principal protagoniste des Roseaux Sauvages. Et c'est vraiment lui le personnage principal de Loin. Et moi, dans Loin, j'étais vraiment très secondaire. Tu joues, François est devenu cinéaste, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Donc tu joues ton propre rôle quelque part. Oui, c'est vrai que dans Les Roseaux, j'avais pas encore réalisé mon premier film. Et puis, quand on a tourné Loin, j'avais fait À toute vitesse, j'ai fait mon court-métrage, j'ai fait un autre téléfilm. Donc d'un seul coup, ça racontait un truc de moi qui était à la fois juste et sur André et sur moi. Voilà, c'est ce à quoi je voulais en venir. C'était aussi très dans la suite logique de ta relation avec André Téchiné. C'est-à-dire que quelque part tu es découvert dans Les Roseaux Sauvages et on te retrouve quelques années plus tard à jouer un rôle de cinéaste que tu es devenu, mais qui est toujours le personnage des Roseaux Sauvages dans une fiction qui se passe à Tanger. Ouais. Une sorte de mise en abîme extrêmement troublante. Ouais, et puis il y avait aussi, dans cette mise en abîme, il y avait aussi le personnage de Yasmina Reza qui jouait le rôle d'une écrivain, et c'était assez drôle. Il y a plein de choses comme ça assez rigolotes. Donc moi, je garde un souvenir vraiment à la fois rigolo et puis amusé de ce film, même si à l'époque je le vivais beaucoup moins bien parce qu'à un moment je me sentais prisonnier du film. Quand on a un rôle secondaire et qu'en même temps André prend une grande liberté avec son plan de travail, j'étais régulièrement reporté le lendemain, ce qui fait que je savais jamais vraiment quand je rentrais en France. Ça crée quelque chose d'assez inconfortable quand même au niveau du temps qu'on a pour soi. Oui, mais tu étais là à Tanger pour jouer ton rôle de François, mais tu étais aussi là à Tanger pour assurer André Téchiné en tant qu'ami dans sa fonction de réalisateur. Et il a besoin de son entourage très solide autour de lui. Oui, surtout dans un pays comme ça où il n'y avait pas de repères. Donc je pense que ouais, c'était un mélange comme ça entre une amitié, une relation professionnelle. Enfin bon, c'était plein de choses mélangées. Et puis bon, moi j'étais encore très jeune et ça, je vivais plutôt les choses avec un détachement comme ça et un amusement, même quand ça pouvait être désagréable. Il n'y avait rien de très grave. Et puis moi aussi j'avais lu Proust, donc des choses qui semblaient très graves pour André, j'arrivais à les trouver assez dérisoires et ridicules, ce qui permettait que les crises nécessaires comme ça, quand on est pendant 6 mois presque enfermé, en huis clos en tout cas, voilà. De toute une équipe. C'est presque une armure comme ça, de s'amuser de ce qui va pas et de relativiser. Pendant longtemps, tu as eu le statut d'héritier d'André Téchiné. Comment tu as vécu ça? Moi, c'était pas vraiment héritier parce que la plupart du temps, soit on me considérait comme un cinéaste à part, soit généralement quand on me rappelait André, en voulant absolument voir que c'était ça pareil que là, enfin, en voulant absolument créer des liens un peu calqués. Il y avait beaucoup de malveillance aussi. Donc je faisais la différence entre là où c'était bienveillant et là où c'était malveillant. Alors malveillance, c'est-à-dire? C'est-à-dire dans le sens de, on pense parfois que faire
un film, ça relève du pouvoir d'une personne. En gros, pendant longtemps, on disait c'est André qui t'a pistonné. Enfin, il y avait l'idée que j'étais un protégé à qui on passait tout parce que protégé par Téchiné. Or, tout le monde sait que faire un film, ça demande quand même une énergie que même porter comme ça, entre parenthèses, par le piston de quelqu'un, ça suffit pas à faire un film. Et donc, il y avait quand même chez des gens qui savent très bien que ça se passe pas comme ça. Il y a quand même une forme de jouissance dans l'idée de me ramener qu'à lui. Donc, je le vivais, en gros, je m'en foutais quand c'était malveillant et quand c'était bienveillant. Voilà, je me disais, on a tous des références. Sauf que, en vérité, André était pas ma seule référence. J'avais autant d'admiration quand j'ai commencé à faire du cinéma pour Cyril Collard, qui est vraiment lui qui m'a donné l'impression que faire un film c'était possible pour quelqu'un comme moi, que pour André Téchiné, que certains films, par exemple d'Elia Kazan, qui m'ont autant, sinon plus inspiré que des films d'André. André, disons que j'ai été apporté vers son cinéma par ma passion pour Catherine Deneuve. Mais comme elle m'a fait connaître Demy, Truffaut, là il se trouve que quand j'ai commencé à faire du cinéma, Téchiné était la dernière des personnes que j'admirais, connue par Catherine, vivante. Est-ce que tu pensais déjà faire du cinéma avant Les Roseaux Sauvages ? Bah oui, parce que j'avais tout pour faire mon court-métrage avant Les Roseaux. J'ai fait une section A3 cinéma à Lyon, j'avais déjà fait pas mal de choses, j'ai réalisé quelques courts-métrages avant Les Roseaux. Alors quelque part, est-ce que tu n'aurais pas eu le rôle de François dans Les Roseaux Sauvages parce que déjà André Téchiné voyait en toi un potentiel héritier. C'est-à-dire retourner la question. Voilà. Non, pas nécessairement un héritier, parce qu'André, je sais qu'il était... C'est drôle ta question, parce que justement, André voulait, pour le rôle de François dans Les Roseaux Sauvages, quelqu'un qui ne soit pas un acteur, et il voulait absolument un cinéphile, mais il pensait qu'un cinéphile de cet âge-là, c'était presque impossible. Et quand il m'a rencontré, je pense que ce qui l'a intéressé, c'était que justement, j'étais passionné par le cinéma. J'avais 18 ans, mais je pensais qu'à ça. C'était vraiment que le cinéma. Pour moi, c'était ma vie. Elle s'articulait autour de ça uniquement. Et je pense que c'est la raison pour laquelle André m'a proposé Les Roseaux. C'est pas nécessairement que je jouais bien ou quoi. C'est que d'un seul coup, c'était possible de prendre quelqu'un qui était un pur cinéphile. Mais je sais pas s'il voyait un héritier. Je pense pas. Je pense qu'il voyait quelqu'un qui aimait le cinéma et qui était un peu décalé. C'est vrai que quand on est cinéphile, on peut avoir une forme de timidité par rapport à la vie. On peut avoir une forme de décalage en rapport comme ça aux gens. Et je pense que c'est ce qui l'a intéressé. Mais je pense pas qu'il me voyait comme un héritier. Et pourtant, tu joues son rôle. Parce qu'il cherchait pas quelqu'un qui lui ressemblait. Physiquement au début, c'était un axe de recherche, un grand type, un peu efflanqué, un peu nerveux, un peu timide. Et il se trouve que moi j'étais, la timidité ok, mais j'étais beaucoup plus petit que lui, j'étais blond, il est brun. Et d'un seul coup, il a trouvé qu'il y avait plus de similitudes entre son souvenir de lui, adolescent. Il y a plus de similitudes avec quelqu'un qui pouvait être très différent physiquement de lui. Mais il se retrouvait en moi par ces traits de caractères-là, qui sont la timidité, le côté farouche. Enfin, j'étais assez sauvage, j'avais du mal à rentrer en contact, mais dès que j'étais en contact, j'étais bien, mais je veux dire, j'avais plein de choses qui, à mon avis, lui rappelaient l'adolescent qu'il avait été. Et tu l'as tellement bien rappelé que ça a donné ce petit chef-d'œuvre. Les Roseaux Sauvages, oui. Comme tu me disais au cours d'une conversation auparavant, certainement que c'est un film qui est aussi réussi parce que André Téchiné se regarde, il ose s'affronter. Oui, c'est un film très frontal sur la personne qu'il a été, voilà, très frontal dans ce qu'il raconte et dans comment il se regarde. Et à l'époque, donc en 1993, il affirmait son homosexualité, et en plus d'une manière assez solaire, très joyeuse, sans pâteau. Je pense que c'est surtout ce qui a plu à l'époque. Et toi, en tant que tout jeune homme, tu sentais que tu portais tout ça ? Oui, je le sentais, parce que je connaissais le cinéma de Téchiné, donc j'étais pas dupe de ce qu'on était en train de faire. J'imaginais pas que ça serait ce succès, mais j'imaginais sans problème que ce serait une réussite, parce que, je sais pas comment dire, il y avait une forme d'état de grâce, comme ça. Une sensation qu'on peut éprouver même sans faire du cinéma. Il y a des moments dans notre vie où on sent que quelque chose se passe, que ce moment-là, il y a la grâce, comme ça, tout va être parfait, et on sait que c'est rare. Ça peut être pour des vacances entre amis, ça peut être une année scolaire, ça peut être un film, un tournage, là c'est un tournage. Et donc des millions de personnes ont pu en profiter de cette grâce. Ouais, non, c'est vrai. Mais je pense que ça traverse, parce que tout était tellement... presque parfait, ouais. Je vais pas dire parfait, parce que je pense qu'il y a des choses qui n'allaient pas certaines fois. Mais c'est rare, oui, non, c'est vrai.
Tu parles de Cyril Collard et de Catherine Deneuve. Catherine Deneuve est un peu le fil rouge de ta carrière, de ton imaginaire cinématographique. Oui, pour moi, c'est là où tout commence, Catherine Deneuve. Explique. C'est la personne qui m'éveille au cinéma, totalement. Moi, je viens d'une famille ouvrière, où le cinéma, c'est une récompense. Quand on a un bon trimestre, on y allait rarement plus de 3 fois par an. Et c'était pour voir des gros films populaires. La manière dont j'étais amené au cinéma, c'est par la télé. Et à la télé, il y avait souvent des films avec Catherine Deneuve. Et tout de suite, je ne pourrais pas dire un âge précis, mais un film précis. Et c'est étrange, mais quand j'étais enfant, j'ai vu Belle de jour. Parce que c'était un film avec un carré blanc et avec mes frères. Le mardi soir, on avait le droit de regarder ce qu'on voulait, même s'il y avait un carré blanc. Et donc, on avait regardé Belle de jour. Et je pense que j'avais moins de 10 ans. Je devais avoir entre 8 et 10 ans. Et c'était le choc de ma vie. Je pense que c'est le plus gros choc que j'ai eu de ma vie, parce que malgré le propos qui peut paraître obscur, j'ai l'impression... Très complexe. Oui, mais j'ai l'impression de tout comprendre. En tout cas, ce que je comprenais me parlait, quoi. C'était qu'il fallait pas ramener à l'intérieur de chez soi ce qu'on est à l'extérieur, quelque chose de cet ordre-là. Et comme je me sentais déjà troublé par des désirs qui étaient pas conformes, ça m'a bien parlé. Et j'ai l'impression que j'ai très bien compris ce film, et évidemment, comme ça, la beauté de Neuve dans ce film, et puis tout ce qu'elle y fait, ça m'avait marqué. Et donc chaque apparition après de cette femme, qui pour moi n'avait pas encore vraiment de prénom, elle m'attirait. Donc c'est comme ça que j'ai découvert le cinéma de Demy, de Truffaut et de Téchiné. Donc quand je dis que Catherine a été le début de tout, je peux pas être plus clair. C'était vraiment le début du désir. Du désir, ouais, et du désir même de cinéma, mais du désir presque du désir de l'absolu, de désirer, du sens du mot désir. Et c'est comme ça que je me suis intéressé à ces cinéastes. Et c'est vrai que André, c'est celui qui m'intéressait le plus, dans la mesure où il était vivant. Et qu'il a beaucoup tourné avec Catherine Deneuve. Sans doute c'est lui qui a le plus tourné de tous les cinéastes. Mais à cette époque-là, il n'avait pas encore beaucoup tourné, plus que les autres. Mais disons qu'il avait fait un film qui m'a vraiment absolument marqué, qui était Le lieu du crime. Et il y avait en plus un adolescent de mon âge à l'époque, un mec, ça devait être un film des années 85-86. Donc il y avait un adolescent qui avait 13-14 ans, qui était mon âge, et d'un seul coup c'était presque un pont entre Deneuve et moi, entre Téchiné et moi, et donc ce film-là était très marquant. Et puis tu deviens finalement un proche de Catherine Deneuve. Des années plus tard, on a tourné un film ensemble qui s'appelait Après lui, qui était un scénario que j'ai proposé, écrit avec Christophe Honoré, et là elle m'a donné son accord. Alors j'avais déjà proposé 10 ans auparavant un film qu'elle n'avait pas fait. Je n'avais pas désespéré, je me disais c'est pas possible de pas tourner avec cette femme alors qu'elle est à la base de tous mes désirs. Et donc ça s'est fait. Honnêtement, la veille du premier jour de tournage, c'est comme si ma vie était en jeu le lendemain, quoi. Parce que je me disais, si ça se passe mal, c'est pas juste ça se passe mal. Ça aurait pas été la première fois que ça se passe mal avec quelqu'un sur un film, que ce soit un technicien ou une actrice ou un acteur. C'est pas non plus que le film sera mauvais, et inversement, c'est parce que ça passe bien que le film va être extraordinaire. Mais pour moi, là, c'était vraiment comme si ma vie était en jeu. Et donc, j'avais cette crainte. Et puis cette crainte a été vite balayée dès les 2-3 premiers jours. Et je me suis dit que j'allais vivre en fait quelque chose d'assez extraordinaire. Et ça l'a été entre Catherine et moi. Et c'était au-delà même de tout ce que je pouvais imaginer dans ce qu'elle m'a apporté et ce qu'elle m'a appris aussi, du travail avec les acteurs. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a pu t'apporter ? Jusqu'au moment de travailler avec elle, j'ai toujours l'impression peut-être d'être... C'est un peu le syndrome de l'imposteur quand on vient d'un milieu social comme le mien et qu'on dépasse d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on ne perpétue pas. Je suis un fils d'ouvrier qui n'est plus un ouvrier. Donc dès qu'on change de niveau social, on a au début comme ça vraiment ce syndrome-là de me dire que je ne méritais pas cette place-là. Et d'un seul coup, en travaillant avec Catherine, elle m'a débarrassé de ça. Elle t'a anobli quelque part. Mais c'est pas parce qu'elle a accepté de tourner avec moi, c'est parce que... c'est parce qu'elle a travaillé avec toi. Parce qu'on a travaillé ensemble et que j'ai jamais eu l'impression d'avoir été en défaut par rapport à elle. En tout cas, elle me l'a jamais... c'est ça, la reine Catherine qui a double... mais ça se fait pas de cette façon-là. Tu plaisantes. Oui. Non, mais il y a quelque chose comme ça d'un seul coup où... j'ai été rassuré. T'as été légitimé. Oui, disons qu'elle m'a légitimé, ouais. Et j'étais aussi rassuré, parce que c'est vrai que c'est la grosse question, qu'est-ce qu'on dit à un acteur ? Comment on fait avec un acteur ? Donc après, c'est tellement de choses que je peux pas les dire comme ça. Parce que ça va à des choses très pragmatiques, comme à des choses très théoriques. C'est presque aussi compliqué
de dire commencer avec un acteur que de dire commencer 3 heures de la vie de quelqu'un, en passant par la respiration, par plein de choses. Et avec Catherine, voilà, elle m'a rassuré sur plein de doutes que j'avais. C'est pas pour ça qu'il n'y a plus de doute après, mais j'avais besoin, je pense, à ce moment-là, quand je dis que j'étais encore assez jeune, j'avais 33 ans, je crois, pour ce film-là. Oui, c'est l'âge de la crucifixion, donc faut passer l'étape. Rigolo, ouais. C'est ça, c'était à cet âge-là en plus. Et c'était important à ce moment-là de faire cette rencontre-là. On a le sentiment que, comme tous les immenses acteurs, Catherine Deneuve fonctionne en creux, c'est-à-dire que elle joue sublimement, un peu comme Isabelle Huppert aussi, en creux. Elle ne joue pas. Elle joue sublimement parce qu'elle sait ne pas jouer. Oui, mais là où je trouve que Catherine, elle est très différente d'Isabelle Huppert, c'est que c'est pas une cérébrale. C'est-à-dire que elle est vraiment pragmatique comme actrice. Elle a le truc incroyable de donner l'illusion qu'elle n'a pas de technique. Sauf qu'elle en a une qui est hallucinante. Mais je trouve que c'est une technique qui n'est pas une performance. Là où Huppert peut être dans la performance. Par exemple, je pense à un film comme 8 femmes. C'est vachement intéressant parce qu'elles sont toutes les deux dans ce film-là. Et Catherine, c'est vrai qu'elle est en creux. C'est-à-dire que c'est Catherine Deneuve. Et tout ce qu'elle fait, on a l'impression que c'est elle qui le fait comme ça, Catherine Deneuve. Et Huppert, elle joue un personnage très hystérique, presque à Louis de Funès, avec plein de mimiques, plein de choses. Donc elle est vraiment dans la performance. Je trouve que Catherine est toujours plus dans l'incarnation que la performance. C'est-à-dire que on va nous dire tiens, Catherine Deneuve a joué le rôle d'une psychopathe, tueuse, serial killer. On se dit ah mais quel look elle s'est fait. On voit Répulsion, c'est Catherine Deneuve. Elle est Catherine Deneuve, toujours. Mais à aucun moment je ne doute que cette Catherine Deneuve-là va tuer. Qu'elle incarne son rôle. Voilà, et c'est le grand mystère de cette actrice. Honnêtement, on a tourné tous les jours ensemble, 36 jours de suite. Il n'y a pas un jour où je ne l'ai pas filmé, parce que c'est vraiment le rôle central de Après lui. Ce que je trouve dingue, c'est que j'ai aucune réponse à comment elle fait. Et un jour, je lui ai dit, quand je lance l'action, il y avait pas mal de plans séquences. Donc un plan séquence, c'est un truc qui, si on foire à 2 minutes et qu'il en reste encore une, il faut tout recommencer. C'est toujours très miraculeux, un plan séquence. Et le truc incroyable avec Catherine, c'est que à chaque fois que je lance un plan séquence, je savais jamais si on allait au miracle ou à la catastrophe. Tellement elle me donnait l'illusion d'improviser toutes les choses, tellement elle me donnait l'illusion qu'elle pourrait ne pas être dans sa place, tellement elle me donnait l'illusion qu'elle pouvait peut-être ne plus savoir quelle réponse donner à son partenaire. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de vertigineux. Ça veut dire, à aucun moment, j'étais sûr qu'elle ferait ce qui était prévu. C'est une espèce de liberté immense par rapport au scénario. Elle a certainement fait exactement ce que tu demandais, mais elle est sur cette brèche. Hein. Oui, voilà, elle est sur ce fil où les choses peuvent avoir lieu ou pas avoir lieu, et c'est ce qui est magique, et c'est ce qui force aussi le regard sur elle. C'est-à-dire, elle a pas ce truc... Il y a une phrase que j'aime pas du tout, l'histoire de Claude Berry qui, sur Le vieil homme et l'enfant, Michel Simon lui aurait dit « On ne dirige pas Michel Simon ». Et je crois que Catherine demande à être dirigée. Et que son jeu, comme ça, nous oblige à le regarder. C'est-à-dire que c'est une actrice qui demande qu'à ce qu'on refasse presque des prises, qui attend un retour sur elle, ce qui est normal, malgré son immense carrière. Et son immense charisme. Et son immense charisme et son immense professionnalisme. Elle a besoin de ce regard... du regard de son réalisateur quand elle fait un film. Après lui, c'est un film très important dans ta carrière. Justement, tu t'affrontes. Pour moi, c'est important dans ce sens-là, oui. Et surtout que je sortais de films comme ça, disons des films de jeunesse, avec des acteurs tous très jeunes, avec des sujets assez libres, des productions modestes. Plus légères. Ouais, plus légères. Et après lui, c'est vraiment Guy Marchand, Catherine Deneuve, Élie Medeiros. Mais ça m'a, bizarrement, évidemment, il y avait une crainte, il y avait un trac terrible, mais finalement, une joie qui était à la hauteur de tous mes tracas. Revenons à Tanger. Tu as été acteur dans un film et tu as tourné 2 films à Tanger. Ouais, j'ai tourné Les Chemins de l'Oued. Où Tanger est un décor. C'est un décor parce que c'était censé être Alger. Là, pour le coup, j'ai pas filmé Tanger. T'as retrouvé Alger à Tanger ? Alors, moi, je sais pas, mais il se trouve que quand j'ai présenté le film à Toronto, à la fin, il y a des Algériens qui sont venus me voir, ils étaient entre eux, ils m'ont dit « Est-ce que cette plage, c'était bien la plage de tel endroit ?» Donc, ils me citent un petit village à côté d'Alger. Et j'aurais dit « Non, pas du tout, c'est tourné à Tanger, donc c'est sûr que c'est pas cette plage ni une autre en Algérie. » Donc là, je me suis dit « Oui, en tout cas, si des Algériens ont retrouvé Alger, moi, j'ai tout fait, j'avais pris, en fait, ce qu'on avait fait... alors, vraiment, le but, était de pas filmer Tanger. Moi, j'ai pris plein de livres de photos d'Alger.
et je cherchais des endroits qui ressemblaient le plus. En fait. Donc c'était très Casbah en fait. C'était Casbah, où c'était vraiment des plages qui faisaient très Maghreb, sans aucun signe distinctif, quoi. Et pourquoi avoir eu besoin de tourner ce film, Les Chemins de l'Oued? Parce que, alors moi j'ai créé le scénario avant 2001, c'était avant les attaques du 11 septembre, je connaissais très bien déjà le Maroc, et il se passait tellement de choses, et je sentais comme ça une montée un retour comme ça du religieux, et c'était lié aussi à une histoire proche comme ça d'un ami qui a dû fuir la France pour se réfugier en Algérie. Et justement, il s'était confronté, c'était bien avant le 11 septembre, mais il s'était confronté comme ça à un pays où la religion dominait, qui était l'Algérie, alors que lui venait d'un pays où la religion était en chute de vitesse terrible. Et je trouvais que c'était un sujet fort. Donc j'ai écrit ce sujet, et il se trouve qu'on était rattrapé par l'actualité. On devait tourner le film en Algérie, sauf qu'il y a eu le 11 septembre. Et là, le 11 septembre est arrivé pendant que j'étais en préparation du film. Donc, en Algérie? Non, pendant que j'étais en préparation en France. Et même en France, je vais tourner à l'aéroport, j'ai pas pu. Et d'un seul coup, on était totalement dans l'actualité, dans tout ce qui touchait au monde, parce que ça a été une déflagration dans le monde entier. On paye toujours un peu les conséquences. Ouais. Pour le coup, ça m'avait vraiment intrigué de me retrouver à ce point dans l'actualité, à un moment où justement, moi, je voulais faire ce film-là, et on me disait... le terrorisme est en train de baisser en Algérie. C'est vrai qu'en Algérie, en 2000, quand j'écris le scénario, les années noires sont derrière. Il y a même Gilles Kepel qui sort un livre pour dire que le terrorisme islamique est terminé, est achevé. Oui, et moi, bizarrement, je sentais quelque chose. Je sentais une crispation, en fait. Quelque chose qui se passait. Et c'est pour ça qu'en fait, ça s'est déroulé en Algérie, parce que pour le coup, c'était un pays qui était le plus touché récemment par ces attaques et ces attentats. Donc ça... Je me rappelle d'un film que j'avais eu ferveur dans ce film, parce que l'actualité nous rattrape à ce point, ça m'a porté. Tu y as cru? Moi, j'y ai cru. Tu savais que c'était juste, que tu allais voir quelque chose de juste. Qu'il y avait quelque chose de juste. Alors évidemment, quand il y a le 11 septembre, d'un seul coup, tout le monde se met à gratter pour sortir le film qui va parler de blabla, des machins. Et je me dis, au moins, j'aurais pas à faire ça. Et je serais pas mal de pas le faire ou de le faire. Parce que dans les deux sens, ne pas le faire, on se dit, on n'est pas dans le sujet du moment. Mais le faire, ça fait un peu pute, quoi. Et puis, il y a eu Prendre le large, qui est d'un autre investissement, puisque là, tu reviens à Tanger après loin, en connaissant Tanger très bien. Oui, et en ayant envie de filmer Tanger, c'est-à-dire quand je dis filmer Tanger, c'était vraiment filmer ce que moi j'avais aimé à Tanger, qui m'était interdit de filmer dans Les Chemins de l'Oued, parce que c'est censé être Alger. Donc tu as filmé Tanger. Donc j'ai filmé ce que je voulais filmer à Tanger. Une pension un peu délétère. Voilà, mais une pension en même temps que je trouvais hyper charmante, avec un bel olivier. C'était la pension Hollanda, qu'on avait rebaptisé Terminus des Nomades, et qui avait ce bel olivier qui est mort maintenant. Et puis je voulais filmer la cinémathèque, je voulais filmer le front de mer, mais il se trouve qu'il a été détruit pendant que je tournais, parce que c'est les grands travaux. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais le faire rentrer dans mon film. Donc j'ai écrit pas mal de scènes qui mettent en scène justement cette destruction. Et je me disais, mais finalement, c'est bien mieux d'avoir Tanger en chantier que Tanger avant ou après. Parce que avant, ça a duré 30 ans, il y a plein de films qui l'ont filmé. Après, ça durera quelques années. Mais ce moment-là, ça a duré que 6 mois. Et donc, on voit les tractopelles, on voit cette espèce de nuages de fumée, de boue. C'est assez... herculéen comme travaux. Je trouvais même que ça m'a aidé pour mon film. Un décor en chantier pour un personnage qui se trouve en chantier lui aussi. Oui. Alors je me disais ça, j'aurais jamais osé l'écrire. C'est trop, pour moi c'est trop théorique. Mais finalement, ça s'est passé comme ça et finalement c'était très bien. Parce que d'un seul coup il y a moins de touristes. Donc la présence de cette édite qui est reclassée à Tanger est encore plus... singulière. Et là, tu sors totalement du cliché et tu ramènes ton personnage dans des usines de confection, par travailler dans la montagne. Là, elle sort totalement du circuit, en tout cas, éblouissement d'essence de l'Office du tourisme. Oui, mais l'éblouissement d'essence, elle l'a certainement pas en arrivant quand elle découvre ses conditions de travail. Et elle l'avait pas, de toute façon, elle l'avait pas en France non plus. Il y a 5-10 minutes qui se déroulent en France avant, on montre que le stade supérieur, c'est soit le suicide, soit la mort, et qu'en tout cas, elle va pas vers la vie. C'est invivable. En France, pour moi, c'était important de dire ça pour après, au Maroc, me permettre de pointer des choses qui sont pas nécessairement terribles. En revanche, au Maroc, elle a pas l'éblouissement d'essence au début, mais elle va avoir un éveil d'essence au fur et à mesure que le film avance. Une révélation. Une révélation que sa vie n'est pas finie,
contrairement à ce qu'on lui a fait croire en France, et qu'il y a de la place pour plein d'autres choses que son travail ou un fils qui n'est pas digne de son amour. Est-ce que Tanger n'est pas un peu une ville de révélation, justement? Je pense qu'elle l'a été, hein. Elle l'a été pour beaucoup d'artistes, beaucoup d'écrivains, j'ai remarqué aussi. Et après, je sais pas aujourd'hui ce que serait Tanger pour une jeune femme ou un jeune garçon, ce que ce serait pour quelqu'un qui découvre la ville telle qu'elle est aujourd'hui. Sans doute la même chose. Oui, mais il y a quand même des choses qui ont tellement changé. Ne serait-ce que le port qui a été déplacé dans zone franche, le port de pêcheurs qui n'est plus accessible, enfin plein de choses. Le front de mer qui était un lieu de vie pour le meilleur et pour le pire. Pardon, tout ça quand même a changé fondamentalement le visage. Tu t'y retrouves dans ce nouveau Tanger? Question qu'on pose à beaucoup de monde, à tout le monde. Je suis pas sûr justement, mais il y a encore assez du Tanger d'avant pour me permettre de passer de bons moments et de m'y sentir encore bien, oui. Mais je dirais que c'est moitié-moitié, réponse de Normand. Tu y retournerais un film? Ah oui, j'aimerais bien y retourner un film, oui, parce que dans un film, on y met aussi de ce qu'on a envie. Donc moi, je reconstituerais dans un film ce que j'aime, et puis mis bout à bout, ça recrée la ville que j'aime, ouais. On y met ce dont on a envie, mais il faut quand même que ça inspire, voilà. Donc ça continue à t'inspirer. Oui, bien sûr, non, bien sûr. Bah, de toute façon, c'est une ville qui reste tellement... Enfin, elle a un caractère rare. Dernière question, tu es quand même quelqu'un de très militant. Quels sont tes militantismes? Je suis militant, alors c'est bizarre parce que j'ai toujours refusé de faire un cinéma militant pour le coup. Et ça m'a été reproché, je m'en étais jamais rendu vraiment compte. Mais quand j'ai fait Notre Paradis, qui racontait l'histoire d'un couple de serial killers prostitués et qui tuait comme ça par des réseaux internet, des hommes en quête comme ça d'une relation tarifée, j'ai eu contre moi toute la communauté LGBT, mais vraiment d'une façon très violente. Et donc je me suis rendu compte... Pour quelles raisons? Avec quelles? Alors les raisons pour lesquelles, alors j'avais tout, j'avais le fait que c'était à la fois un film contre les vieux homos, que c'était un film contre le milieu homo, que c'était un film qui ramenait les homosexuels à une sexualité noire et mortifère, mais à aucun moment on parlait de l'histoire d'amour que ça racontait entre deux hommes qui s'aiment. De la même manière que Bonnie and Clyde, on n'a jamais reproché à Bonnie and Clyde de tuer des gens. On voit ça comme un couple romantique. Donc moi je voulais appliquer aux homos la possibilité d'un romantisme noir. Et en ce sens, je suis pas militant, parce que c'est vrai que si j'avais été militant, je n'aurais jamais fait ce film-là. Donc mon militantisme, il est un peu sauvage et pas nécessairement entendu par ceux qui sont dans des actions militantes pures et dures. J'ai du mal à m'imaginer comme un militant LGBT, par exemple. Mais à la Cyril Collard, peut-être, justement. Mon militantisme à moi, c'est de faire, par exemple, que il y a des gens qui, en voyant Notre Paradis, qu'il y ait des homos qui soient dit « Ah ouais, j'aimerais bien être comme eux », dans l'amour qui s'échange et dans la puissance de leur amour. Être capable de se projeter dans quelqu'un qui fait peut-être le mal, mais qui vit des choses très bien. C'est-à-dire, mon militantisme, disons, qui serait comme le romantisme, quoi. Il y a un romantisme un peu fleur bleue, Barbara Cartland, puis un romantisme noir. T'es plus Léo Scarax que t'es Chiné, finalement. Peut-être, je sais pas, mais en tout cas, je suis pas nécessairement non plus un orientaliste parce que j'aime certaines choses et puis je peux en rejeter d'autres. Par exemple, j'adore Tanger, j'adore le Maroc, mais je sais que c'est pas mon pays et que c'est pas ma ville non plus. Pour avoir voyagé quasiment toute ma vie, je sais que je suis français et voilà, je sais que je me vois pas vivre ailleurs, comme on dit. Tu as eu par moments des critiques un peu publiques vis-à-vis des islamistes et de la façon dont le problème est traité en France et en Europe. Moi, je sépare vraiment la religion comme ça, par exemple du terrorisme, on va le dire tout de suite. Pour moi, la religion, elle devrait concerner que le rapport qu'on a à Dieu, par exemple. Pour moi, c'est entre soi et Dieu. Et après, que des gens en parlent, n'en parlent pas, disent ce qu'ils veulent, ça me choque pas. Enfin, moi, je suis vraiment pour la liberté totale d'expression, mais même si elle est contre moi. Moi, je suis pour l'intelligence et l'islam des Lumières existe et j'aimerais bien que ce soit celui-ci qu'on entende plus que l'autre. Moi, c'est vrai que des fois, je suis atterré par la bêtise de ce que j'entends. Mais comme toujours, c'est la bêtise qui est violente. D'où qu'elle vienne. Je sais pas, quand je vois il y a des cinéastes comme ça, comme Youssef Chahine, parlons des grands classiques, disons que l'islam raconté par Chahine,
m'intéresse plus que celui raconté par Ramadan. Voilà où j'en suis de mon rapport comme ça à la religion. Je veux dire, moi, si ce que j'entends... C'est pas seulement la religion, c'est la culture aussi. Oui. Non, ce que je trouve intéressant, par exemple, aujourd'hui, dans le monde musulman, c'est qu'il y a un cinéma comme ça qui débarque. Alors, je pense à Nabil Ayouch, et que je trouve vraiment passionnant et que je trouve très courageux en même temps. Et je pense aussi à des gens comme Kamel Daoud en Algérie. Je trouve que ces gens-là, moi j'aimerais bien les entendre beaucoup plus parler. L'image du monde musulman qui est envoyée en France, c'est vraiment à travers je trouve des caricatures, rarement des penseurs ou des écrivains ou des artistes. Et je trouve pourtant qu'il y a vraiment de plus en plus d'effervescence. Oui, dans le monde arabe, je trouve que ça bouge. Et en France ou en Occident, globalement, on tend le micro quand il y a un attentat. Alors on va aller chercher bidule, machin. Mais je trouve que de manière générale, on n'a pas assez de correspondance entre nos mondes. Ça, c'est un regret. Parce que je trouve que ça dédiaboliserait des deux côtés. Mieux se connaître, tout simplement. Oui, voilà, mieux se connaître. Et c'est vrai que quand on est en France, des fois, on entend des choses tellement incroyables sur des pays qu'on a connus. Je me dis que ce serait bien qu'il y ait un peu plus de curiosité, en fait. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait dans le monde aujourd'hui ultra connecté, à part chercher absolument ce qui nous ressemble, ou alors pire, chercher ce qui va conforter toutes nos petites peurs, notre petit monde. Et je me dis, ce qui pouvait être une ouverture incroyable se révèle être un cul-de-sac, en fait. Et donc tu viens ici à Tanger pour chercher la différence? Moi, de toute façon, je suis un enfant du XXe siècle, donc même Internet, ça me facilite la vie pour envoyer, par exemple, mon scénario, alors qu'avant, il fallait envoyer un coursier. Voilà. Moi, je suis resté sur des choses aussi pragmatiques, mais la connaissance du monde, non, c'est pas sur ce petit écran de 10 cm qu'elle a lieu pour moi, en tout cas. Ce 15e épisode de Détroit était consacré au cinéaste, acteur, scénariste Gaël Morel, venu à Tanger, dont il est un fidèle visiteur, pour souffler entre deux projets. L'entretien a été réalisé à l'hôtel El Minza en septembre 2022. Merci à la direction de l'hôtel et à son personnel de nous avoir si aimablement reçus. Numéro bricolé par Philippe Guiguet-Bologne, tout droit réservé. Merci à Omar Mtiwi pour les musiques des génériques, solo de luth extrait de son album Andalousie, ainsi qu'à l'ensemble Ibn Arabi et à Dargnawa de Tanger. Les musiques d'accompagnement ont été gentiment empruntées à Dion de Dimucci, In Out and Out of Shadow, à Étienne Dao avec son duel au soleil et à The Cure, Boy Don't Cry, toutes les trois choisies par Gaël Morel.